On a parlé tout à l'heure de gestion active, on a aussi parlé de gestion passive. Là, on observe un nouveau phénomène aux États-Unis qui est la convergence des deux avec des ETF actifs. Ouais. Est-ce que c'est pas un oxymore, ça ? C'est amusant, ça. C'est une question rigolote. Alors, oxymore, je dirais que non. Enfin, tu as raison. En apparence, oui. Pourquoi ? Parce que l'ETF, historiquement, est un véhicule d'exposition indicielle. Mais l'ETF, c'est d'abord et avant tout une technologie qui permet d'être exposé à un portefeuille de manière transparente et de manière très liquide. C'est-à-dire qu'on peut traiter à tout instant de la journée pour quelques euros et en connaissant le prix d'exécution. Et cette technologie, finalement, au départ, elle a été construite pour une stratégie indicielle, mais en théorie, on peut l'appliquer sur n'importe quoi. Et effectivement, les États-Unis ont mis en œuvre quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, c'est des ETF actifs. Historiquement, le monde se partageait en deux. On avait la gestion indicielle qui était dans les ETF, un petit peu de fonds indiciels, mais c'était assez rare, et la gestion active dans des fonds. Mais finalement, si vous arrivez à faire converger les deux mondes, si vous mettez de la gestion active dans les ETF, c'est un moyen d'une certaine manière de réconcilier deux objectifs qui sont louables en soi. La gestion active, elle est là pour vous délivrer un alpha, pour prendre des positions actives par rapport au marché, et il y a des moments où ça se justifie. BlackRock est d'ailleurs une maison dans laquelle on a de la gestion active et de la gestion indicielle. On n'est pas du tout en train de dire qu'il faut faire que de la gestion indicielle dans un portefeuille. Moi, dans mon portefeuille, j'ai 30% de gestion active et je vis très bien avec ça, et les portefeuilles de mes clients, c'est pareil. Donc, mais je préfère avoir finalement de la gestion active dans un ETF, parce que je sais que je vais pouvoir la traiter tous les jours, à tout instant, au plus faible coût, plutôt que dans un fonds où je vais être obligé de traiter, par exemple, à cours inconnu sans forcément savoir ce qu'il y a dans mon produit. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une convergence des deux. Et moi, je peux prendre le pari avec toi, tu me réinviteras dans 4 ou 5 ans, on en reparlera, qu'effectivement, l'infrastructure fonds, qui est une infrastructure historique, mais assez lourde, a vocation à disparaître pour aller vers l'infrastructure ETF. Donc concrètement, je vois l'intérêt, il y a une technologie qui permet de baisser les coûts, qui permet de profiter des avantages finalement des deux produits, mais en quoi ça consiste un ETF actif aujourd'hui ? Un ETF actif, ça va ressembler beaucoup à un fonds actif, c'est-à-dire qu'on va aller recruter un gérant. Ce gérant, il va mettre en place une stratégie qui n'est pas une stratégie indicielle. Et cette stratégie, elle va être expliquée aux investisseurs potentiels, mais ensuite, elle va être mise en œuvre par le gérant. Et donc, la responsabilité de l'investisseur, ça va être de suivre ce que fait le gérant dans son ETF actif pour s'assurer que, effectivement, ce qu'il vous a dit se traduit en réalité dans le portefeuille. Donc, il va y avoir une forme... C'est un peu moins clé en main comme investissement que ce qu'on avait dans la gestion indicielle. La gestion indicielle, on investit dans un indice. Un indice, on sait comment ça fonctionne. En général, c'est pondéré par la taille des capitalisations. Si vous avez un titre qui grossit par rapport à l'autre, vous avez un peu plus du titre A que du titre B. Et c'est très simple comme ça. Là, dans un ETF actif, demain, vous avez un gérant qui peut vendre complètement ce qu'il a dans une valeur pour en acheter une autre. Donc ça, effectivement, du point de vue de l'investisseur, ça nécessite d'être un peu plus attentif à ce qui se passe dans l'ETF. Mais à part ça, finalement, c'est absolument équivalent à l'investissement dans un ETF traditionnel. Donc un ETF traditionnel, c'est quelque chose, vous êtes devant votre outil de transaction, vous passez un ordre sur l'ETF, qu'il soit actif ou indiciel, ça va être exactement la même chose. Vous allez avoir un teneur de marché, le teneur de marché va vous apporter la liquidité, soit il va trouver sur le marché quelqu'un qui est vendeur de la même quantité de titres, soit il va se retourner sur le marché pour traiter le panier sous-jacent dans l'ETF, il va faire tout ça en continu, et donc vous allez avoir votre liquidité en continu. Et donc le gérant qui va construire son portefeuille, il va le construire sur la base d'ETF. Donc dans son portefeuille, il n'y aura que des ETF. Alors attention, ça c'est une autre famille de produits. Donc vous avez les ETF actifs. Donc, ce sont des ETF dans lesquels on a finalement mis des stratégies actives. Il y a 2 types de stratégies actives. Il y a les stratégies qu'on appelle de sélection de titres. Donc, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment comme de la gestion active. C'est comme la gestion active. Je préfère Peugeot que Renault. J'achète Peugeot, je vends Renault. Okay, ça, c'est la sélection de titres. Et vous avez une deuxième catégorie de gestion active qui s'appelle la gestion dynamique de l'allocation. Donc là, l'idée, c'est pas de dire je fais la sélection de titres. En fait, le gérant qui est dynamique au niveau de l'allocation, Renault, Peugeot, pour lui, c'est le secteur automobile européen. Et pour lui, c'est un panier qui va traiter. Soit il n'a pas de vue particulière, il est à l'indice, soit il n'y croit pas et il est sous-pondéré, soit il y croit, il est surpondéré. En revanche, lui, il va se concentrer sur ce qu'on appelle les grands facteurs de risque. Les grands facteurs de risque, c'est quelle classe d'actifs ? Est-ce que je préfère les actions ou les obligations ? Qu'est-ce que j'utilise comme moteur de diversification ? Est-ce que j'utilise les devises ou pas ? Est-ce que je prends de l'or ? Est-ce que je prends du Bitcoin ? Une fois que j'ai construit mon portefeuille global, qu'est-ce que je mets à l'intérieur des poches ? Dans mes actions, est-ce que je préfère les actions européennes, les actions américaines, les actions japonaises, les actions chinoises ? Est-ce que j'en prends plus ? Est-ce que j'en prends moins ? Donc ça, c'est la gestion dynamique de l'allocation. Et on peut très bien être dynamique au niveau de l'allocation sans être actif au niveau de la sélection de titres. Et donc ça, c'est la beauté de l'ETF d'ETF.
c'est que vous pouvez avoir des gérants qui sont actifs au niveau de l'allocation en sélectionnant des ETF, donc qui sont des véhicules indiciels, pour être surexposés ou sous-exposés à des classes d'actifs, à des zones géographiques, à des facteurs de style. Et ça, c'est finalement une manière très très peu chère d'accéder à une gestion dynamique de l'allocation, ce qu'on appelle finalement la gestion, l'alpha de la gestion diversifiée. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. Chez Finari, on a décidé de proposer les premiers ETF actifs indiciels de chez BlackRock qui s'appellent les Portfolio iShares. Ils vont être mis dans notre assurance vie Finari Life. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la stratégie de ces ETF? Alors, cette offre est une offre qui se construit comme une gamme par profil de risque. Donc, vous avez 3 grands profils, un profil prudent, un profil équilibré, un profil dynamique. Ce profil, il n'est pas construit comme c'est traditionnellement le cas dans la gestion diversifiée en disant le dynamique, on lui met 75% d'actions et puis vogue la galère. L'équilibrant, on lui met 50% d'actions et on va s'y tenir, etc., etc. Là, l'idée, c'est plutôt de dire que ces produits ils doivent correspondre à un profil de risque de l'investisseur. Et en général, le profil de risque de l'investisseur, il varie pas dans le temps. Moi, je sais que je suis plutôt dynamique. Mounir, je ne sais pas toi ce que tu es à titre personnel, plutôt dynamique. Mais enfin, tout le monde n'est pas dynamique. Il y a des gens qui sont un peu plus averses au risque, en particulier au risque de marché. Et pour eux, finalement, quand vous avez un choc comme en 2008, un choc comme en 2020 ou un choc comme en 2022, ce qui compte, c'est pas la volatilité moyenne du marché. D'accord ? Ça sert à rien de leur dire que en moyenne, le marché action américain, il a à peu près tel niveau de volatilité. Quand vous avez un marché action américain qui corrige de 50%, pour eux, c'est toujours trop. D'accord ? Et donc, ce que ces investisseurs-là attendent, c'est que leurs produits conservent un certain niveau de risque qui correspond à leur profil de risque. Et donc, par exemple, quand la volatilité explose, il faut que la structure du produit évolue de manière à maintenir le niveau de risque du produit à peu près dans la fourchette admissible du client. Pourquoi c'est important ? Parce que si le client n'a pas confiance dans le fait que son produit continue à lui correspondre, il va le vendre. Et s'il le vend dans un choc de marché, l'histoire des 10, 20, 30, 50, 100 dernières années, c'est qu'il va rater le rebond. À un moment ou à un autre, le rebond va survenir, il aura vendu le produit et il va rater le rebond, donc il aura matérialisé les pertes. Il ne récupérera pas le rebond du marché et quand il reviendra, ce sera trop tard, ou en grande partie trop tard. Donc ces produits d'allocation, ils ont déjà été construits pour voir leur structure entre actions, obligations, toutes les autres classes d'actifs évoluer dans le temps de manière à maintenir un profil de risque qui soit à peu près constant, quel que soit le cycle de marché, et qui corresponde au profil de l'investisseur final. Donc, qui n'a rien à faire du coup. Qui n'a rien à faire. La gestion de l'allocation, elle est faite dans le produit. Et ces produits-là, en plus, leur structure va être revue périodiquement pour aussi tenir compte de ce qui se passe sur les marchés. À un moment donné, que pense BlackRock des actions américaines par rapport aux actions européennes ou aux actions japonaises ? Ça va se traduire par des préférences qu'on va retrouver dans ces portefeuilles. Donc, ce sont des portefeuilles qui sont gérés activement. C'est pour ça qu'on parle d'ETF actifs. Ce sont des ETF qui sont gérés activement au niveau de l'allocation, donc de l'allocation d'actifs, l'allocation entre les actions et les obligations, entre les actions et les obligations et le monétaire et d'autres actifs. Ça peut être les matières premières, ça peut être les devises, ça peut être peut-être demain les crypto-actifs, on verra. Et la promesse, c'est qu'on va faire ça au travers des ETF avec un niveau de frais qui va être extrêmement compétitif. Donc au moins dans la durée, la certitude de l'investisseur, c'est qu'il ne va pas payer très cher en termes de frais. Du coup, qui dit frais bas, dit performance en plus pour l'investisseur. Exactement. Normalement, ce qui n'est pas prélevé en termes de frais, c'est de l'argent qui reste dans le fonds et qui est au travail. Et donc, ça, c'est très important parce que, justement, tu parlais tout à l'heure de 8e merveille du monde, des intérêts composés. Plus on a d'argent qui est au travail sur les marchés, plus on a de chances, effectivement, de générer la performance dans la durée. Et pourquoi les ETF actifs ont autant explosé aux États-Unis, mais pas encore en Europe ? On n'a pas tout à fait la même culture de l'investissement aux États-Unis et en Europe. Et donc, les États-Unis sont et ont toujours été en avance de phase
par rapport à la plupart des autres marchés. On ne va pas pointer du doigt les investisseurs européens, sont loin d'être les pires. Mais les États-Unis, c'est vraiment un endroit où chaque particulier américain a pris en main son épargne. Il n'y a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est obligé parce qu'il n'y a pas les mêmes filets sociaux qu'on retrouve ailleurs, et en particulier en Europe. Et donc, un peu par culture, l'investisseur américain, il est intéressé par des idées nouvelles. Les gérants d'actifs américains, ils se doivent d'être innovants pour répondre aux attentes de ces investisseurs américains. Et c'est pour ça la plupart des nouvelles idées, on les voit arriver en premier aux États-Unis. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que quand ça marche aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de chances que ça marche ailleurs dans le monde. Parce que ce qui va convenir à l'investisseur américain, qui est un investisseur exigeant, et surtout qui est confronté à une offre multiple et extrêmement compétitive, quand il va choisir de faire confiance à une idée, parce qu'elle lui semble bonne, il y a assez peu de chances que l'investisseur européen ou l'investisseur asiatique trouve que cette idée est mauvaise. D'accord, c'est qu'en général, c'est quand même plutôt une bonne idée. C'est un bon filtre, le marché américain, de ce point de vue-là. Donc, le marché américain est en avance de phase. C'est là que sont lancées les innovations. C'est là aussi qu'elles sont testées. Et finalement, ce qui est intéressant pour l'investisseur européen, c'est que quand ça arrive en Europe, c'est qu'on a eu la preuve du concept. Ça a marché aux États-Unis, donc il y a des chances que ça marche en Europe.